Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 19 octobre. Bamako accuse de nouveau Paris d'atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité devant le Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant une réunion spécifique pour présenter ses preuves. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, rencontre le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et le président du Parlement Aguila Salah en vue de trouver une solution à la crise. 2022, année la plus meurtrière en Palestine. Un rapport des Nations Unies fait état d'au moins 105 morts, dont 26 enfants, une moyenne mensuelle en hausse de 57% par rapport à l'an dernier. Et dans le conflit russo-ukrainien, Moscou évoque une situation tendue, notamment à Kherson, où la population est appelée à évacuer les lieux. Bonjour à tous. Une pluie d'accusations maliennes s'est abattue sur la France hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali. Elle a été marquée par une intervention virulente du ministre malien des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop a accusé la France de porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale de son pays, réclamant une réunion spécifique du Conseil de sécurité pour présenter les preuves de ces accusations. Souad Belmatouche. Bamako revient à la charge et ne mâche pas ses mots, et ce par la voix de son chef de la diplomatie. Le Mali pourrait exercer son droit de défense si la France continuait à s'ingérer dans ses affaires internes et à tenter de déstabiliser le pays. Devant le Conseil onusien, Abdoulaye Diop affirme que Bamako dispose des preuves de ces accusations et appelle à la tenue d'une réunion spécifique pour les présenter. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le 15 août dernier, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Diop accusait Paris de violer l'espace aérien malien et de livrer des armes et du renseignement aux terroristes. Des accusations niées par la France. D'ailleurs, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé hier contre ces accusations qu'il a qualifiées de diffamatoires. Bamako ne compte pas pour autant lâcher l'affaire. À la demande des populations maliennes, le joug de l'ancienne colonie française dans le pays doit rendre son dernier souffle. Et devant le Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie malienne est aussi revenu sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens, estimant qu'elle appartenait à la justice malienne et ne concernait pas les Nations Unies. Pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Et je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout.
Brahim Rali, en Afrique du Sud, le président de la République sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, a salué hier à Pretoria la position constante de l'Afrique du Sud envers le peuple sahraoui et sa cause juste. C'était lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à l'issue de leurs entretiens. Et je vous en parlais en titre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit ses efforts pour trouver une solution en Libye. Selon les Nations Unies, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué qu'Abdoulaye Bathily était arrivé à Tripoli en fin de semaine dernière et déjà a rencontré sous la conduite du Conseil présidentiel le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et le président du Parlement, Aguila Salah. Je vous disais également en titre 2022, année la plus meurtrière en Palestine. Selon un rapport des Nations Unies, pas moins de 105 Palestiniens, dont 26 enfants, ont été tués par les forces d'occupation sionistes, une moyenne mensuelle qui a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière. Sauf que l'année n'est pas encore terminée. Chaque jour, de nouvelles victimes sont enregistrées. Neriman Zekar. La situation est de plus en plus alarmante en Palestine. La moyenne mensuelle des décès de Palestiniens a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière, selon une déclaration de Louchia Elmi, coordinatrice humanitaire par intérim pour le territoire palestinien occupé. Des chiffres catastrophiques. Selon les Nations Unies, rien qu'au début de ce mois d'octobre, 15 Palestiniens, dont 6 enfants, sont tombés en martyrs lors d'opérations d'arrestation, d'échanges de tirs ou d'affrontements menés par les forces sionistes. Dans son rapport, Louchia Elmi insiste sur le fait que la majorité des personnes tuées ne présentaient en aucun cas une menace concrète ou imminente, justifiant le recours à la force létale, ce qui exprime un recours excessif à la violence de la part de l'occupant. L'une des nombreuses autres préoccupations de l'ONU réside dans l'augmentation des restrictions de mouvement. L'entité sioniste impose des restrictions de mouvement généralisées. Elle limite l'accès de plusieurs Palestiniens aux soins de santé, à l'éducation et autres besoins de première nécessité. Ce rapport de la coordinatrice humanitaire des Nations Unies souligne l'importance de la désescalade comme solution essentielle pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines, de protéger les civils et de garantir l'accès aux services humanitaires essentiels. En évoquant la situation en Palestine, des dizaines de colons sionistes fortement protégés par les policiers d'occupation ont envahi ce matin les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins. Tous les jours, sauf le vendredi et le samedi, Al-Aqsa est exposé à des incursions de colons le matin et soir. Dans le conflit russo-ukrainien à présent, évoquant une situation tendue sur le terrain, le commandant des forces russes en Ukraine, Sergueï Sourovikine, et le chef de l'administration de Kherson, Vladimir Saldo, ont fait savoir que les civils allaient être mis à l'abri des combats. L'armée russe qui s'apprête à évacuer la population de la ville de Kherson. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes. Cela concerne tout d'abord les zones en direction de Kupiansk, de Liman et de Mykolaïev. La situation dans la zone de Kherson n'est pas simple. L'ennemi frappe intentionnellement des infrastructures économiques, sociales, industrielles et des bâtiments résidentiels. Notre priorité sera de préserver la vie des civils et de nos militaires. Nous agirons consciemment en temps utile et sans exclure de prendre les décisions les plus difficiles. Et lui aussi a appelé à une évacuation rapide. Kirill Stremoussov, chef adjoint de l'administration de Kherson, a affirmé qu'une offensive ukrainienne pourrait commencer très bientôt.
Très bientôt, les troupes ukrainiennes pourraient lancer leur offensive sur Kherson. On ne peut exclure les bombardements sur la partie de la région de Kherson, située sur la rive droite du fleuve Dnipro. Depuis 2 semaines, nous insistons pour que les habitants quittent la rive droite au sein de la région de Kherson. Je vous demande de prendre mes propos au sérieux et de les interpréter comme un appel à l'évacuation la plus rapide. Nous n'abandonnerons pas la ville. Nous tiendrons jusqu'au bout. Dans l'actualité également, ils étaient des milliers à battre le pavé à l'appui de revendications socio-professionnelles. Le moins que l'on puisse dire en France est que le climat social est en pleine ébullition. La vie chère et les pénuries, notamment de carburant, se font lourdement sentir sur les Français. Neila et Hamouda. Ils ont appelé à des augmentations de salaire et au respect du droit de grève. Les 2 principales revendications de la journée de mobilisation nationale et de grève interprofessionnelle en France. Les secteurs de l'éducation, la fonction publique, les transports et l'énergie sont concernés. Au total, plus de 100 000 personnes ont manifesté en France, dont 13 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, et près de 300 000 selon le syndicat organisateur, le CGT. Cette manifestation a généré des violences. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les vitres d'un établissement bancaire et d'un concessionnaire de motos ont notamment été brisées sur le boulevard Montparnasse à Paris. La police fait état de 6 interpellations. Parmi les autres revendications, la fin des réquisitions des grévistes dans l'industrie pétrolière mise en œuvre par le gouvernement pour réalimenter les stations-service dans le pays. L'annulation du durcissement à venir des règles d'indemnisation des chômeurs ou encore la réforme des retraites attendue pour la fin de l'année sont également dans le collimateur des manifestants. Par ailleurs, la colère ne désemplit pas chez Total Energy. Le mouvement social se poursuit. 5 raffineries sont toujours en grève en dépit des menaces de nouvelles réquisitions. D'un autre côté, le gouvernement, avec la perspective de l'article 49.3 de la Constitution pour adopter sans vote la partie recette de son projet de loi de finances pour 2023, exacerbe la crise. La NUPS et le Rassemblement national promettent une motion de censure en retour, mais celles-ci ont peu de chances de renverser Elisabeth Borne. L'actualité, c'est aussi les États-Unis qui vont puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de soulager les cours de l'or noir. Et Joe Biden n'exclut pas d'en utiliser davantage. Cette nouvelle ponction qui sera réalisée en décembre constitue la dernière tranche du programme annoncé au printemps par le président américain. Direction le Chili, avant de conclure, des affrontements entre manifestants et policiers ont éclaté hier à Santiago à l'occasion de la commémoration du 3e anniversaire du soulèvement social de 2019 qui avait conduit à l'élection fin 2021 du jeune président de gauche Gabriel Boric. Les commerces du centre-ville ont baissé leurs rideaux. La sortie des cours a été exceptionnellement avancée et 25 000 policiers ont été déployés en prévision de nouveaux heurts, comme ce fut le cas lors des 2 précédents 18 octobre. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.